What is up, family? We have another Patreon request. We got Bulle. Bulle. Le conseiller le plus perfide de l'histoire. Talleyrand. Perfide? Perfide. Isn't that like mean? Sneaky? Something like that. Not a nice person. Not a good person. The counselor. No, the advisor. The meanest advisor in history. And his name was Talleyrand. I hope because I have no clue. I have no freaking idea who Talleyrand is. Is that a counselor or an advisor? An advisor. Back in the day, they had advisors. Now they called wives. On peut violer les femmes. Les lois sans qu'elles crient. Voilà la devise de notre homme du jour. Ça commence bien. Bonjour les flétans. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un personnage bien particulier, qui déjà de son vivant avait la réputation d'être un traître, un lâche, un parjure, un sournois, un Judas, bref, une sale race quoi. Et n'allez pas croire qu'il s'agit juste d'un troublion qui était là pour emmerder son monde. Non, cet homme était numéro 1 des tendances, un peu comme sur YouTube, de 8 régimes politiques différents. Il a traversé, en ne laissant que quelques plumes, toutes les périodes bordéliques qu'il y a entre la mort de ce cher Louis XVI, décapité, et les années 1830, c'est-à-dire bien après la Révolution, le règne de Bonaparte, et le retour à une sorte de petite royauté. Coucou Talleyrand, comment ça va? T'as pas l'air bien méchant comme ça, hein? Alors bon, pour vous la faire courte, c'est un prince boiteux, évêque dépravé, coureur de jupons, diplomate corrompu jusqu'à l'os et distributeur notoire de punchline. Ah, j'allais oublier, il sait aussi taper sa nièce, et beaucoup d'ailleurs le comparaient à une araignée. Ça ne vous rappelle rien? Varys, Littlefinger, dans un certain Game of Thrones à tout hasard? Eh bien, il est peut-être pire que les deux réunis. Et son surnom le plus commun était tout simplement le diable. Alors faites entrer le prince de Talleyrand. Charles Maurice, prince de Talleyrand-Périgord, duc de Dino, évêque d'Autun, grand chambellan de France, prince vice-grand électeur, grand aigle de la Légion d'honneur, grand commandeur des ordres de la couronne de Saxe et de Westphalie, chevalier de l'ordre du Saint-Esprit, de la Toison d'Or, de Lyon, et du Soleil des... Oh putain, il y en a trop quoi. Bref, Talleyrand naît en 1754, sous le règne de Louis XV. Noble, il est élevé dans la philosophie des Lumières, Voltaire, Rousseau et compagnie, mais une petite particularité vient lui pourrir la vie dès la naissance. Il a un pied beau. Vous savez, cette petite anomalie qui vous condamne Club Feet. Toute votre vie à boiter. Mais loin de s'apitoyer sur son sort, Charles Maurice de Talleyrand a pris le parti d'en rire. C'est peut-être de là que lui vient d'ailleurs son cynisme légendaire. Comment, vous ne voyez pas de quoi je parle? Attendez, je vous donne deux petits exemples. Lors d'un dîner, un jeune homme est assis en face de Talleyrand. Le type voulut alors faire un compliment à ses deux voisines de table en disant « Je suis entre l'esprit et la beauté ». Pas mal, pas mal. Sauf que Talleyrand lui répond « Sans posséder ni l'une ni l'autre ». Un autre jour, une noble qui avait un strabisme se moqua de Talleyrand qui passa en boitant à côté d'elle. Elle lui demanda alors « Alors, comment marchent vos affaires ?» Comme vous voyez, madame. Comme vous voyez. Voilà, je pense que l'ambiance Ding est garantie. Et en parlant de pitance, Talleyrand était le premier à dire que la première chose à faire pour convaincre quelqu'un, c'était de convaincre son estomac. Comme c'était d'usage à l'époque, Talleyrand suit la carrière que ses parents ont choisie pour lui, celle de la religion, alors qu'il s'en fout complètement, mais alors complètement de Dieu quoi. Il gravit néanmoins les échelons du clergé jusqu'à être nommé évêque d'Autun, ce qui n'est pas mal du tout d'ailleurs puisque l'évêché, la charge de l'évêque quoi, est la plus haute juste avant celle des cardinaux qui sont eux-mêmes juste en dessous du pape. Autrement dit, il est dans le top 3 quoi le gars. Mais vous allez me dire alors pourquoi il devient évêque s'il peut pas blairer la religion? Eh bah c'est tout simple, le fric quoi, Bah oui, Talleyrand est un fêtard et toutes les fêtes qu'il organise commencent à lui coûter un bras, voire même un peu deux. Mais ça tombe bien puisque être évêque à l'époque, c'est sacrément bien payé. D'autant plus que Talleyrand réussit dans la foulée à convaincre Louis XVI de faire un don à l'église de 15 000 livres. 15 000? Non, attendez. 15 millions de livres. Ouais, tout à fait. Sachant qu'à l'époque, un ouvrier touchait dans les 40 livres par mois. Je vous laisse faire le petit calcul vous-même pour savoir à quel point il avait réussi son coup, quoi. Avec ça, on peut se dire que Talleyrand est pote avec ce cher Louis XVI. Mais oh que non, hein. Dès qu'ont lieu les états généraux en 1789, pas bien loin avant la Révolution, et donc ceux qui sont bien dans les manuels d'histoire, pour resituer là où le clergé, la noblesse et le tiers-état, donc le peuple, se réunissent pour savoir ce qui cloche dans le système actuel, et qu'au final, le roi, au-dessus d'eux, ne tient pas compte de leur avis. Talleyrand représente alors le clergé à ce moment-là, donc la partie religieuse, et il prend le parti des révolutionnaires, et devient alors membre du nouveau gouvernement. Et là, vous vous dites, ok, bon, très bien, il a trahi le roi, mais pour les nobles, l'idée de la
révolution. Non, non, c'est trop simple. Voilà ce qu'il pense des révolutionnaires. Les mécontents, ce sont des pauvres qui réfléchissent. Parce que dès qu'il sent que ça chauffe avec Robespierre, il se barre. Comme ça. He's an asshole. Comme il s'était barré avec le roi avant. Pour resituer, Robespierre, c'était un fanatique des idées révolutionnaires. Et à Oh, l'époque, smart le mec est asshole. président du régime en place. Le fameux régime de la terreur qui survint après la mort du roi. Mais attention, hein, Talleyrand est prévoyant. Il se barre officiellement avec un ordre de mission signé par Danton lui-même. Alors Danton, si, vous savez, c'est celui qui ressemble à un bœuf et que Robespierre pouvait pas supporter. Tu n'as pas de couilles, Robespierre. Pas de couilles. Enfin bref, il était ministre de la Justice. Enfin, la justice révolutionnaire, hein, c'est-à-dire celle qui exécute tous ceux qui sont pas d'accord avec les révolutions. Et donc en 1792, Talleyrand part en Angleterre, puis aux États-Unis. Et il fait bien puisque en fouillant dans les papiers de feu le roi de France, les révolutionnaires découvrent qu'en fait, Talleyrand correspondait secrètement avec lui. Vous les voyez les carottes là? Allez hop, une pour le roi, une pour les révolutionnaires. Et pendant son séjour à l'étranger, Talleyrand rencontre celle qui deviendra sa femme. Enfin, sa femme officielle quoi. Sa femme, mais le mec il est évêque, c'est pas possible. Enfin, en fait, c'est un peu compliqué, mais il était plus évêque à ce moment-là. Il s'était fait excommunier, autrement dit. I thought he was with his niece. L'Église l'avait mis à la porte et ne voulait plus jamais entendre parler de lui. Vous avez bien dit qu'il se balançait de la religion en même temps. Et vous devez être sûrement curieux de savoir quelle était la femme d'un type pareil. Alors, elle se nommait Noël Catherine Verlet et avait la réputation d'être très conne. Complètement stupide, quoi. D'ailleurs, la blague qui circulait sur elle, à l'époque, est qu'elle réunissait la belle et la bête en une même personne. Et ça, Talleyrand le savait très bien. Un homme d'esprit devrait toujours épouser une sotte, car les bêtises d'une sotte ne compromettent qu'elle, alors que celles d'une femme intelligente compromettent son mari. En France, le climat se stabilise avec Napoléon, qui remet un peu d'ordre dans tout ce foutoir. On est alors sous le régime du Directoire. C'était une transition entre le régime de la Terreur et le Consulat. Donc le régime de base qui servira au premier empire napoléonien. Et vu qu'une bonne partie des révolutionnaires qui pouvaient pas saquer Talleyrand sont morts, ce dernier comprend qu'il peut revenir en France. C'est safe. Et en faisant jouer ses relations, enfin celles de ses maîtresses surtout, il entre donc au service de Napoléon comme ministre des Affaires étrangères. Laissons Talleyrand nous donner un petit indice sur la suite des événements. Le meilleur moyen de renverser un gouvernement, c'est d'en faire partie. Le bonhomme a l'air fiable. T'as envie de lui confier les clés de ton appart, quoi. Tout Sleep with the enemy. pendant que Napoléon remporte des succès, Talleyrand le soutient. Mais dès qu'il sent que l'empereur commence à être un peu sur la sellette, il le lâche comme une vieille chaussette sale. Mais attention, hein, avec la subtilité qui s'impose. Alors accrochez-vous, parce que comme on peut s'en douter, ça va être tordu. Avez-vous déjà entendu parler de l'affaire du duc d'Enghien? Alors le duc d'Enghien est issu d'une très importante famille de la noblesse, celle des Bourbon-Condé, la deuxième derrière les rois de France. C'est dire si le mec pèse, quoi. Pour un point de comparaison avec, par exemple, Game of Thrones, c'est un peu comme les Targaryens et puis les Lannister. Peut-être que les Targaryens sont ceux qui ont eu le trône le plus souvent, mais les Lannister sont peut-être juste derrière. Voilà, juste pour la parenthèse. Or, en 1804, a eu lieu un attentat raté contre ce cher Napoléon, et ce sont les royalistes qui ont fait le coup. C'est-à-dire ceux qui veulent que le roi revienne au pouvoir. Et si vous vous posez la question, non, le duc d'Enghien n'a rien à voir là-dedans. Surtout, il n'y a aucune preuve contre lui. Sauf que à ce moment-là, Talleyrand, lui, il en a décidé autrement. Probablement pour mettre le souk, il parvient à convaincre l'empereur d'accuser le duc, et l'importance donc de le tuer. Pourquoi ? Je ne sais pas. Napoléon se laisse alors convaincre, et après un procès fantoche, vite fait bien réglé, il fait fusiller notre pauvre duc d'Enghien, qui n'avait rien demandé à personne donc. Et par cette exécution, l'empereur vient de signer la guerre officielle avec tous les sympathisants royalistes, et surtout avec les autres monarchies d'Europe. Comme un certain Ned Stark, qui par sa mort a ouvert la guerre entre donc le Nord et le Sud. Et ce satané Talleyrand ne s'arrête pas là. Quelques années plus tard, Napoléon négocie une alliance avec l'empereur de Russie, Alexandre Ier. Voilà, le rouquin dégarni, si ça vous parle peut-être un peu plus. Et les deux dirigeants se retrouvent alors à Erfurt, un bled en plein milieu de l'Allemagne. Voilà une sorte de point de jonction entre les deux pays. Et pendant que Napoléon s'échine à convaincre le tsar, Talleyrand vient négocier secrètement avec ce dernier et essaye de le convaincre de refuser l'alliance avec la France. Alors que justement donc son patron s'échine à faire le contraire. Et il lui explique donc que c'est pas le bon plan, que l'empire n'est pas une valeur sûre, tout ça. Et bien sûr, Talleyrand réussit son coup et par sa faute, ou en tout cas en bonne partie, le tsar de Russie ne s'alliera pas à la France. Et notre diplomate en a encore sous le pied. Il convainc Napoléon de partir en Espagne avec son armée pour aller tenter d'endiguer la guérilla qui sévit là-bas. C'est-à-dire que les Espagnols en ont marre de se prendre des roustes par la France et donc tentent de se rebeller et de reprendre le pouvoir. Napoléon y va donc et, contre toute attente, épuise son armée avec tout ce voyage et tous ses efforts, plus ou moins inutiles. Pendant ce temps-là, en France, à Paris, ce cher Talleyrand, avec l'aide du ministre de la police, de son nom Fouché, pas très commode comme type, je peux vous le dire, il fait croire à tout le monde qu'il est contre les répressions d'Espagne, alors que bon, il a quand même convaincu l'empereur d'aller leur foutre sur la gueule, et il répond justement à ce propos que l'empereur est mort. L'empereur Napoléon
est mort, tout simplement. Alors, petit aparté sur Fouché et Talleyrand, car il y en a quand même de bonnes à raconter sur eux. Par exemple, Talleyrand disait de Fouché: Il fait un sale métier, mais au moins il le fait salement. Et un jour, le célèbre écrivain Chateaubriand vit les deux hommes marcher ensemble. Talleyrand appuyé sur le bras de Fouché. Bah oui, rappelez-vous, avec son pied beau quoi. Il boite. Et sur cette rencontre, Chateaubriand écrit: Tout à coup, une porte s'ouvre. Entre silencieusement le vice, appuyé sur le bras du crime. Ah, sacrée réputation les bonhommes. Mais revenons à nos moutons. Le but de la rumeur propagée par Talleyrand est de provoquer un soulèvement populaire et de s'emparer alors du pouvoir. Après tout, selon Talleyrand... La politique n'est qu'une certaine façon d'agiter le peuple, avant de se servir. Enfin, le but n'était pas de These are really good expressions they had. prendre le pouvoir directement, puisqu'officiellement c'est l'impératrice Joséphine qui aurait dû régner. Sagement conseillée par... Devinez qui. Manque de peau, le complot n'aboutit pas. Talleyrand est démasqué, Napoléon revient en France, et devinez ce qu'il fait. Est-ce qu'il tue? Est-ce qu'il lui tranche la tête? Est-ce qu'il l'envoie en exil? Ou You would lui think so. crie-t-il dessus, juste un peu fort? Et si vous avez répondu qu'il s'est juste fait engueuler, félicitations. Oui, Napoléon pique une crise à son retour, en même temps normal vu le coup que Talleyrand lui a fait. Et non, simplement une crise. Il n'y a pas eu de bannissement, pas de meurtre, pas d'effusion de sang, pas de That's unbelievable. I would think Napoleon would have killed him immediately. sanction, simplement une crise et une petite disgrâce. Comment ça se fait? Est-ce un simple hasard? Le hasard, c'est le pseudonyme de Dieu quand il ne veut pas signer. Mais attention, la gueulante de l'empereur devait quand même être assez vénère, puisque on s'en souvient encore aujourd'hui. Et elle dura près de une demi-heure. Et si vous voulez savoir ce qui s'est dit, l'historien André Castello en a retranscrit une partie. Et vous pouvez y jeter un coup d'œil directement dans la description, j'ai mis les liens. Et le plus amusant là-dedans, j'ai envie de dire, c'est que dans sa colère, l'empereur traita Talleyrand de espèce de merde dans un bas de soie. Et en sortant de son bureau, Talleyrand a dit en soupirant: Dommage qu'un si grand homme soit si mal élevé. La suite, a priori, vous la connaissez, Napoléon est alors défait, mais loin d'être la fin du business pour Talleyrand, avant même que l'empereur n'abdique, This il guy, est man. déjà en pourparlers avec les ennemis. Le sort de la France se règle alors au congrès de Vienne. Et alors, pour vous donner un peu l'ambiance, imaginez une partie de Monopoly bien avancée, où un joueur fait faillite, la France, et tout le monde lui rachète ses cartes, comme on achète les faveurs d'une vieille pute malade. Et bien c'est ça le congrès de Vienne, et c'est la France qui s'est fait mettre en banqueroute. Talleyrand, chef alors du gouvernement français, ne demandez pas comment il a réussi à être taulier, n'est pas convié à la table des négociations. Forcément, c'est les perdants. Mais Talleyrand y va quand même, sereinement, tranquillement, au calme. Et non seulement il y va, mais en plus, il réussit à embourber les autres de manière à faire la loi. Il fait des petites entourloupes aux diplomates pendant toute la durée des débats. Et pour le coup, même si Talleyrand est un poseur de douille professionnel, on peut dire qu'au congrès de Vienne, il a géré le bourg. Grâce à lui, la France, qui était censée servir d'orifice à tout faire pour les autres dirigeants d'Europe, ne s'en est pas trop mal tiré. Voilà, avec des pertes minimes de territoire et pas de mise sous tutelle du gouvernement français. Bref, le souillage a été évité de justesse. Mais alors, que devient notre homme après tout ça? C'est quand même qu'il a une soixantaine d'années après la fin du congrès de Vienne. À l'époque, ça fait un peu vieux. Eh ben, les Ouais. royalistes qui reviennent au pouvoir 60s ne le really portent good. pas vraiment dans son cœur par rapport à l'affaire du duc d'Enghien, tout ça. Mais malgré tout, les rois l'aiment bien, donc il réussit à devenir leur conseiller secrètement. Et officiellement, il part comme ambassadeur à Londres et œuvre au rapprochement de la France et de l'Angleterre. Mais alors, Talleyrand se serait-il calmé avec l'âge, assagi? Eh bien, un petit peu. Et justement, ces derniers efforts portaient sur l'effet d'essayer de négocier avec l'église pour tenter de redevenir évêque ou redevenir copain avec eux. Il s'était fait jarter à la porte parce que, bon, il avait fait trop de conneries sous le nom de la religion. Et finalement, il y parvient, il réussit à se réconcilier avec l'église quelques jours avant sa mort, alors qu'il est âgé de 84 ans. Un dernier retournement de veste, en quelque sorte. Et ainsi s'achève cette bulle sur Talleyrand, le diable boiteux. On imagine sans mal qu'avec sa réputation, l'histoire lui en a mis plein la poire. Faut quand même dire qu'il l'avait mise à l'envers à peu près à tout le monde, mais aujourd'hui les Which, you gotta give him a little bit of respect. I mean, that's a very smart man. historiens travaillent à sa réhabilitation dans le circuit historique classique, pour ne pas oublier quand même qu'il a joué un grand rôle, et le moins qu'on puisse dire, c'est que ils avaient du boulot. Et pour ceux qui veulent d'ailleurs approfondir, sachez que les mémoires de Talleyrand sont publiées. En ce qui me concerne, j'espère que cette bulle sur le diable boiteux vous a contenté. Je check vos nageoires caudales, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle bulle féconde. This guy's a really good storyteller. I'll tell you that much. He explained that very well. I mean, look, instead of, other than getting the Duke killed, which that was messed up, man. You don't get, you shouldn't be, okay, so he's evil because of that alone. But had he not killed him, everything else, he just did what everybody else would have done anyway. Let's see. He's dishonest. He lies. He cheats. He bribes. He does everything the government does. He does everything that politicians do. I mean, like I said,
take away the killing of Duke because he set somebody up. I mean, we never do that. Nobody ever goes to jail in this country that's innocent because somebody said, yeah, that was him. That's never happened over here, never. But, that was a shitty thing to do. There's no doubt about it. That was a shitty thing to do. But, barring that, I think he's brilliant. I think he's a very smart man. What the hell? You do you. I mean, again, it's not like everybody else was so perfect and honest anyway. He just knows how to play the hand that he's dealt. And he knows how to play every card properly. So you got to give him props for that. Anyway, Talleyrand. See, I knew nothing and never even knew the name Talleyrand. How could I possibly? You think my history teacher was teaching us this? No. Anyway, voilà, Bulle. So Bulle, c'est la chaîne. C'est pas son nom, Bulle, mais Bulle, c'est la chaîne. Okay, I got it. And, voilà. The meanest, smartest, evil, cheating advisor in history. And there you have it. It's a good video. Take care. Peace out. À la prochaine.